Ministre Kone Katina répond à Cissé Bakongo au RHDP. Il répond aussi et surtout à toutes ces personnes-là qui arrivent dans la scène politique quand tout va bien. À toutes ces personnes qui arrivent en politique quand il n'y a que de la gloire. Ceux-là qui embrassent la gloire et après la gloire ne savent plus où se vouer. Quand vous arrivez en politique, par exemple, comme M. Charles Blé Goudé, parce que lui, il est connu de tous, au moment où le président Laurent Gbagbo est déjà, par exemple, au pouvoir, où il gère toutes les constitutions du pays et où tous les pouvoirs de l'État lui sont confiés. Vous arrivez en ce moment dans le parti et dans la gouvernance, vous entrez donc et vous vous faites passer pour le jeune là, même patriote qui soutient le président Laurent Gbagbo. Vous vous faites passer pour celui-là qui partage les mêmes convictions. Vous accusez même Alassane Draman Ouattara. Vous faites des meetings où vous nous dites qu'Alassane Ouattara veut donc être le candidat du Nord. Et qu'en Côte d'Ivoire, on n'est pas candidat du Nord. Il est sûr et certain que dès que le pouvoir tombe, vous serez toujours attaché au bien matériel. Parce que vous êtes arrivé dans le combat quand il y avait beaucoup d'argent, quand il y avait le pouvoir, quand il y avait la puissance. Et là, vous n'avez jamais connu la souffrance. Et c'est pourquoi, à cause de ça, au moment où vous allez connaître la souffrance, vous aurez du mal à rester. Parce que vous avez connu la gloire dans la politique et vous ne connaissez donc pas la politique qui a aussi le côté souffrance. Et voilà donc pourquoi certains fuient. La team, avant de vous dire ce que je pense par rapport à ce que le ministre Kone Katina dit ici d'Adama Bitogo du RHDP, je vous laisse d'abord écouter cette vidéo. Politique, la gloire très tôt. Ils ont connu, ils rentrent en politique au moment de la gloire. Et qui sont tellement attachés à la gloire qu'ils ne peuvent pas se détacher de la gloire. Et donc, étant ficelés à la gloire, ils cherchent la gloire partout où elle est et ils n'ont pas d'état d'âme. C'est la troisième, ça c'est une autre catégorie de personnes. Non, j'en arrive parce qu'il faut qu'on les dise les choses avec clarté. Il faut que je dise des exemples là pour que vous compreniez comment les choses avancent dans nos sociétés. Donc, quand vous n'avez pas d'idéologie, quand vous n'avez pas d'éthique, quand vous n'avez pas une orientation fiable, sérieuse, ce que vous voyez là, ce n'est pas. C'est pourquoi je dis, je refuse le terme récomposition, parce que dans la réalité, il ne recompose rien dans le fond. Parce que récomposition, scientifiquement, ça veut dire donner une nouvelle substance, un nouveau substrat à quelque chose. Or, dans la réalité, ce qu'ils font, ça ne change rien fondamentalement à la structuration, à la substance de la politique. Ce qu'ils font, eux, ils sont en train de chercher la fin de leur carrière, comment je vais vivre ma fin de carrière. Et ceux-là, c'est pourquoi j'ai parlé d'éthique, ceux-là, par contre, c'est dangereux. C'est très dangereux en politique, c'est extrêmement dangereux parce que les gens nous regardent et nos enfants nous interrogent. Et ça, je suis d'accord avec toi, qu'à un moment donné, les gens peuvent se dire, ils n'ont aucun crédit, ces gars-là, ces hommes politiques, ils ne valent rien, laissons tomber les partis politiques, cherchons la solution ailleurs. Et ça, c'est le plus gros risque. Mais ça peut être valable même pour tous les grands de la politique ivoirienne. Nous sommes jeunes. En 1995, on se souvient que l'actuel président de la République, Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, font une alliance, le Front républicain. Dans les années 2010, le RHDP naît depuis 2005 pour conquérir le pouvoir d'État. Aujourd'hui, le PPACI, le PDCI-RDA sont en passe d'avoir une alliance, le FPI qui est en alliance avec le RHDP. Les jeunes qui sont dans la salle, les milliers de jeunes, les millions de jeunes ivoiriens peuvent se dire finalement, nos hommes politiques, ces alliances-là, c'est au gré de leur intérêt du moment. Faut-il donc désespérer de vous, des politiques, de la classe politique en général? Non. Je pense qu'il ne faut pas que nous nous cachions derrière. Il n'y a pas de gêne à faire une alliance pour régler un problème circonstanciel et avancé. Parce que j'ai l'impression que la politique, là, elle a ses règles. C'est un métier qui a ses règles. Comme je dis, il y a l'éthique, mais qui a aussi ses règles. Il y a une danse de chez moi qui renvoie les disparitions d'ailleurs, que je vais chercher à recréer. On appelle ça le mandia, qui consiste à... C'est un peu l'art martial Tabana. C'est là, ah oui, nous on est très avancés. Hein? C'est l'art martial Tabana. On fait un cercle et les jeunes
se mesure en se fauchant. Exactement comme l'art martial. Et donc, tu regardes le pas de ton adversaire pour ton adversaire. Quel est le pas qu'il a mis, posé, et je vais le faire tomber. Comment je m'y prends au moment où il pose tel pas? Quelle est l'astuce que j'utilise? Ce n'est même pas de la force, hein? C'est de l'art, c'est de l'astuce. La politique, n'ayons pas peur, c'est la conquête du pouvoir. N'ayons pas ça là. Si on a enlevé ça de notre tête, c'est là, on est à la conquête du pouvoir. Maintenant, la question dit, je veux conquérir le pouvoir. Il y a des limites que je n'ai pas envie de franchir pour arriver à ce pouvoir-là. Je ne les franchirai pas. Et quand vous regardez bien toutes les alliances, elles sont liées généralement pour régler des problèmes ponctuels précis. Notre alliance actuellement avec le PDCI procède de quoi? De ce que nous tous, et parce qu'ils sont deux anciens présidents de la République, qui ont constaté que la réconciliation en Côte d'Ivoire était dans l'impasse. Et qu'ayant une responsabilité historique vis-à-vis des Ivoiriens, il leur appartenait de se mettre ensemble pour forger un processus de réconciliation, le proposer au gouvernement, mettre la pression sur le gouvernement pour qu'on puisse arriver à cela. Mais ça n'empêche pas que le président Bédié, dans son esprit, et nous sommes d'accord qu'ils veulent que ce soit le PDCI qui vienne au pouvoir. Ça n'empêche pas que ce soit nous, dans ma tête, que je veux que ce soit le président Laurent Gbagbo qui vienne au pouvoir. Mais le faire là, ce n'est pas la trahison, ce n'est pas non. Ce n'est pas un problème éthique? Non. L'éthique, ce qui serait éthique, c'est que je me lève le matin et puis je dis, bon, aujourd'hui là, chaque deux jeudis, je fais ma tribune et je les allume correctement dans ma tribune. Et puis, j'ai fini le jeudi, lundi matin, on me voit ici, Congo, je suis en train de signer ma carte de militant de RHDP. Ça, ce n'est pas l'éthique. Mais que je dise, attention, monsieur le RHDP, on a un danger commun qui nous arrive. Par exemple, qui est la déstabilisation de notre Côte d'Ivoire, de notre pays, la possible déstabilisation de notre pays, à partir des variantes et des variables, des constantes de la sous-région. Pour ça, mettons-nous d'accord sur un minimum pour sauvegarder l'essentiel. Ça ne pose aucun problème. L'éthique, c'est que moi, Kone Katina, militant de gauche depuis 1989, un matin, et je me lève et je tombe amoureux de la politique du RHDP. Ça, c'est un problème d'éthique. Ça, c'est un problème d'éthique. C'est très simple que ça. Mais que je dise aux gens de RHDP, attention, il y a des dangers qui nous guettent, mettons-nous ensemble pour régler ça. Que je dis au PDCI, attention, il y a des dangers en Côte d'Ivoire qui nous guettent, mettons-nous ensemble pour régler ce problème-là. Ça fait partie de la vie. Et après, là, on joue pour avancer. Dans la réalité, ce qui nous manque, et ce qu'il faut le dire dans nos formations politiques, partout, ce qui nous manque, c'est la formation politique. Lorsque vous n'êtes pas formé à l'action politique, vous la regardez avec un œil parfois biaisé, parce que vous n'êtes pas suffisamment formé. C'est comme si vous prenez un prêtre ou un pasteur un matin et puis vous dites, bon, écoutez, viens me gérer ma maison close. Une maison close pour moi. Un pasteur, une chose. Avouons quand même que c'est quand même assez risqué. Un virage à 360 degrés. Bon, voilà. Tu comprends, voilà. Monsieur, nous serons bientôt au terme de ce panel. Le temps court, hein. On nous rappelle qu'il ne reste plus que 5 minutes. Avant de vous donner la parole, vous, Auguste Assemblée, pour poser vos questions ou faire des commentaires si vous le voulez bien. On a beaucoup parlé de la recomposition du paysage. On va maintenant parler des perspectives. Les prochaines échéances électorales arrivent à grands pas. On nous annonce les municipales et les régionales pour le 2 septembre à venir. Mon voisin de gauche est candidat dans la grande commune de Port-Bouët. Il y affrontera le candidat, l'actuel maire
Jacques, comment il s'appelle déjà, le maire de Port-Boué? Mon petit frère. Ewo Sylvestre. Emou, pardon. Docteur Emou, c'est cela. Et le candidat du RHDP, Ibrahim Akone. À Yopougon, une grosse affiche s'y annonce, également dans d'autres communes. Pour vous, quelles sont les perspectives, Monsieur Ba, de ces élections locales et un mot peut-être sur la présidentielle 2025 à venir? Merci beaucoup. Justin Koné-Katina, oui, allez-y en même temps. Rapidement. Voilà, de toute façon, il est là, donc allez-y avec votre point. Vous avez remarqué, j'ai suivi avec beaucoup d'attention mon voisin. Et tous les scénarios ramènent à une seule chose. On fait tous ces scénarios-là parce que dans la réalité, on n'a pas encore intégré la culture démocratique dans notre pays. Moi, franchement, excusez-moi, moi, je n'ai pas envie de me retrouver dans un gouvernement d'union avec qui que ce soit. Donc, je vous l'ai dit honnêtement. Pourquoi nous le disons? Mais les scénarios qui disent, c'est des scénarios possibles. Mais pourquoi? Parce que dans la réalité, le gros problème de notre pays, et c'est le plus gros risque, c'est le refus des valeurs et des exigences démocratiques. Je vous donne un exemple tout simple. Tu demandes à un enfant de CM2, démocratie, ça dit quoi? Il dit non, celui qui a le plus grand nombre, celui qui a gagné. Bon, je schématise les choses de façon simple comme ça. S'il vous plaît. Nous allons aux élections régionales bientôt. Mais regardez le découpage électoral. Et je suis à l'aise d'en parler parce que moi, je viens du Nord. Et personne ne dira qu'ils aiment mes populations mieux que moi. Personne ne peut m'aimer mieux que moi. Mais la moyenne, c'est 250 000 électeurs pour un maire au sud et 6 300 électeurs pour un maire au nord. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Est-ce que ça, là, c'est de la démocratie? C'est-à-dire, on se donne une majorité mécanique sur la base de raisons purement sociologiques, mais pas politiques, même pas idéologiques. Ça, c'est qui peut envoyer un pays dans un blocage et imaginer tous ces scénarios-là. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est extrêmement important. Et le même problème se retrouve au niveau même des députés. Un député pour au moins 60 000 électeurs au sud, et puis chez mon frère et moi là, un député pour moins de 10 000 électeurs. Donc notre Assemblée nationale, elle n'est pas représentative, elle ne forme pas la légitimité. Mais quand on ajoute à cela, vous savez pourquoi le professeur Kawi n'est pas là? Lui, il ne peut pas le dire, mais moi, je vais le dire. Non, mais moi, je vais le dire. Parce qu'il est sous contrôle judiciaire, politique. Parce qu'il est sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'on a restreint sa liberté politique avec une sorte de marteau judiciaire depuis 2020. Donc, quand il vient parler ici, s'il vient s'asseoir, c'est qu'il va contrôler, de peur qu'en sortant, on l'arrête. On ne contrôle pas, on ne peut pas contrôler un pays comme ça. Donc, le refus de des règles démocratiques, le refus de l'alternance et des exigences, c'est ça qui peut nous envoyer dans ce genre de blocage-là. Et le plus grand risque, justement, c'est comment faire pour qu'on amène les personnes à accepter l'alternance démocratique, à accepter les exigences démocratiques. Et c'est quand on va arriver à cela que nous pourrions alors stabiliser nos pays. Les perspectives des élections, bon, ça c'est tous les jours là. Nous on veut gagner, RHDP veut gagner, on ne va pas venir faire débat là-dessus, ça c'est pas une perspective. Ça fait partie de la vie normale des choses. Et si les jeux démocratiques est bien fait, si les règles sont faites, dites-nous, pourquoi en Afrique toujours quand on veut faire élection, chacun va voir son marabout pour voir s'il va être vivant, s'il va sortir vivant. Et ça je ne comprends pas.
On fait élection. Moi, je sais pas des élections dans certains pays. Tu ne sais même pas qu'il y a élection. Mais parce que les règles sont connues. Et chacun respecte les règles. Donc, le plus gros risque que nous avons, et je l'ai dit, je suis malheureux que mes amis de RADP ne soient pas là. J'allais leur dire ça en face. Le grand risque que nous courons, c'est eux. Leur refus d'assumer leur démocratie. Mais comme ils ne sont pas là, bon, on va dire je parle des camarades de quelqu'un. Bon, ça me dérange. Mais j'aurais bien voulu leur dire ça. Parce qu'il faut qu'ils acceptent, qu'on accepte les règles démocratiques. On allait au dialogue, et j'ai fini par là. On a arrêté un certain nombre de dialogues, au dialogue politique. On est allé, je représentais mon parti à ce dialogue-là. On a arrêté les conclusions. Non. Jusque-là, une bonne partie de ces conclusions ne sont pas respectées. Notamment les plus importantes. Sur les découpages électoraux. Par exemple. Donc, tant que nous allons ruser et que nous voulons trouver tous les moyens pour caporaliser le pouvoir, le maintenir par tous les moyens, refuser l'alternance, c'est-à-dire faire ce que j'appelle la carrière au sommet de l'État, excusez-moi, chaque jour, le risque va aller de façon croissante. Et comme nous sommes dans une société, une sous-région instable, chers amis, le scénario 7 de mon ami est aussi un scénario très plausible. Pour ceux qui ont fini d'écouter la vidéo, oui, Adama Bitoko, Cissé Bakongo a des prises de position et des sorties qu'il fait qui sont tellement hasardeuses. Vraiment, les gens du RHDP, ils démontrent à suffisance que la justice n'est pas indépendante en Côte d'Ivoire. Ils démontrent à suffisance que la justice n'est pas digne en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'ils montrent. Parce qu'à chaque fois où un parti politique a un problème avec la justice, ils sont les premiers à faire des sorties. Pourquoi vous sortez donc si la justice est indépendante? Laissez la justice gérer le problème. Vous n'avez pas besoin de sortir pour venir donner des explications, pour venir menacer ou bien pour venir donner des mises en garde. Vous gérez l'État et vous avez votre parti politique. La justice est indépendante et elle est là pour tout le monde. Si elle est indépendante, alors laissez-la travailler. Arrêtez de toujours sortir. Si vous accusez aujourd'hui la CEI, vous allez voir que le gouvernement RHDP va sortir pour répondre. Si vous accusez aujourd'hui un juge, vous allez voir que le gouvernement va sortir. Si vous accusez aujourd'hui les procureurs, vous allez voir que le gouvernement va sortir. Si vous vous attaquez même aussi à la Constitution, vous allez voir que le gouvernement va sortir. Et pourtant, toutes ces choses-là doivent être indépendantes parce qu'ils n'appartiennent pas à un individu qui va quitter, mais le pays restera. C'est comme ça, il n'appartient pas à un individu. Et pourquoi donc à chaque fois où l'opposition décide de se poser les questions par rapport à la justice ivoirienne, il y a toujours des membres du gouvernement RHDP qui sortent pour défendre cette justice-là. Est-ce que vous êtes les défendeurs de la justice? Une justice qui est indépendante et qui peut aussi se retourner contre vous. Pourquoi vous faites comme si elle vous appartient? Pourquoi vous faites comme si la justice est votre bien privé? Cela n'est pas possible et je pense donc que le ministre Kone Katina, en sortant ici, a parfaitement raison. La team, dites-moi ce que vous pensez en commentaire.